Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de vous informer. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir repris le contrôle de la ville d'Uvira le dimanche 18 juillet. Dans un communiqué publié hier lundi, l'armée déplore des pillages attribués aux rebelles de l'F-123 et de leurs alliés rwandais avant leur retrait. Les détails dans ce commentaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir repris dimanche 18 janvier 2026 le contrôle total de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu à la suite du retrait de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la coalition AFC M23. Dans un communiqué rendu public lundi 19 janvier, l'armée congolaise indique que cette reprise marque une étape importante dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette cité stratégique du sud-est du pays. Toutefois, les FARDC déplorent des actes de pillage qu'elles qualifient de systématiques perpétrés dans la ville avant l'évacuation des rebelles. Selon les mêmes communiqués, ces exactions auraient été aussi bien des biens publics que privés, plongeant une partie de la population dans la détresse. Les autorités militaires précisent qu'une vingtaine de civils impliqués dans des actes de pillage ont été interpellés. Ces derniers seront déférés devant la justice compétente afin de répondre de leurs actes. Par ailleurs, les FARDC annoncent la poursuite des déploiements de leurs unités dans la ville d'Uvira et ses environs. Objectif, consolider les positions reprises, prévenir toute tentative de déstabilisation et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'armée congolaise réaffirme enfin sa détermination à restaurer durablement la paix et la stabilité dans cette partie du Sud Kivu, longtemps affectée par l'insécurité liée aux groupes armés. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni hier lundi en urgence plusieurs membres du gouvernement à Kinshasa. Objectif, coordonner une réponse rapide de l'État et rétablir durablement l'autorité publique dans la ville. Reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé lundi à Kinshasa une réunion d'urgence consacrée à l'examen de la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle dans la ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, selon un communiqué officiel du gouvernement. La rencontre s'est déroulée à l'immeuble du gouvernement, alors même que la journée avait été déclarée chômée, illustrant l'urgence et la gravité de la crise qui affecte cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Autour de la chef du gouvernement étaient réunis plusieurs membres clés de l'exécutif, dont le premier ministre chargé de la Défense nationale, le ministre de la formation professionnelle assurant l'intérim au ministère de la Justice, ainsi que les ministres des Finances et de la Communication et Médias. Le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, des responsables des services de sécurité de la Direction générale de migration, DGM, et des experts humanitaires ont également participé aux travaux. S'exprimant à l'issue de la réunion, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a indiqué qu'il s'agissait de la première d'une série de rencontres destinées à assurer une meilleure évaluation de la situation et une coordination efficace des actions gouvernementales à court et à moyen terme sous l'autorité directe de la première ministre. Les échanges ont accordé une place centrale à la restauration de l'autorité de l'État à Uvira. Le gouvernement a souligné l'importance d'une réinstallation progressive et effective de services publics une fois la sécurité de la ville et de ses environs assurée par les forces armées de la RDC, FARDC et de la police nationale congolaise PNC. Les annonces ne suffisent pas. Il est essentiel de garantir le tour réel fonctionnel des services de l'État, a insisté Patrick Muyaya, précisant que le retour du gouverneur et des autorités provinciales interviendra uniquement lorsque les conditions sécuritaires seront jugées satisfaisantes. La situation humanitaire a également fait l'objet d'un examen approfondi. Les chiffres présentés font l'état de 267 000 réfugiés et personnes déplacées, parmi lesquels près de 1200 enfants non accompagnés. La situation humanitaire a également fait l'objet d'un examen approfondi. Les chiffres présentés font d'état 1,267 000 réfugiés et de personnes déplacées, parmi lesquels près de 1200 enfants non accompagnés. Les autorités ont averti qu'aucun mouvement de retour massif ne sera autorisé sans évaluation rapide, notamment en ce qui concerne l'état des habitations et des infrastructures essentielles. Enfin,
la question de la justice et de la lutte contre l'impunité a été abordée. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre les acteurs de crimes commis à Uvira tout en appelant à la cohésion sociale et au rejet de toute forme de stigmatisation communautaire. Cette réunion marque le début d'un dispositif de coordination gouvernementale renforcé destiné à apporter une réponse globale, structurée et durable à la crise qui traverse la ville d'Uvira. En Nord Kivu, plusieurs jeunes volontaires ont rejoint ce mardi 20 janvier 2026 les rangs de l'AF-123. Ces adhésions font suite à une campagne de sensibilisation intensifiée menée par la coordination provinciale de mobilisation, notamment au quartier Mourara et Imbi à Goma, ainsi qu'en Zoulo, en territoire de Massissi. Reportage, celui de la communication du gouvernement. De mobilisation et de recrutement a mené une série de descentes dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, notamment à Himbi dans la commune de Goma, à Mourara dans la commune de Karisimbi et au village d'Onzulo en territoire de Massissi au Nord Kivu. Résultat, plus de 20 jeunes ont décidé de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise et de contribuer efficacement à la reconstruction d'une paix durable en RDC. Ces résultats sont une satisfaction pour Juvenal Chimimana Rukundo, chef de l'équipe provinciale de mobilisation et du recrutement au Nord Kivu. Oui, nous avons effectué 3 axes de mobilisation, notamment Zoulo, quartier Mourara et quartier Imbi. Les résultats étaient satisfaisants, donc nous avons eu une vingtaine de recrues. Oui, vraiment la population était vraiment motivée, mobilisée, ils attendaient vraiment impatiemment les messages de l'autorité. Nous sommes allés en Zoulo pour représenter l'autorité provinciale. Ils nous ont très bien accueillis, ils nous ont posé des questions, lesquelles ils ont trouvé des réponses. Les généraux adhéraient massivement à notre révolution. Par ailleurs, Katem Bondalieni Julien, maire de Goma, a saisi cette occasion pour inviter les jeunes du quartier Mourara à éviter toutes sortes de drogues et de boissons fortement alcoolisées, tout en saluant la collaboration entre les habitants du dit quartier et l'armée révolutionnaire congolaise. À la population de Mourara aujourd'hui, c'était tout d'abord féliciter la population de Mourara. Parce que la population de Mourara nous a accompagnés. Parce que la sécurité aujourd'hui dans la ville de Goma, dans la commune de Karisimbi, et précisément dans le quartier Mourara, c'est l'effort uni de nous comme autorité, la police, l'armée ARC et la... À Lubumbashi, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fortement dégradé plusieurs routes en cours de réhabilitation, provoquant l'apparition de nombreux nids de poules sur les principales artères de la ville. Face à cette situation qui perturbe la circulation, l'Office de voirie et drainage l'OVD a lancé depuis samedi une opération de colmatage de trous sur recommandation du gouvernement provincial. Chose promise, chose due. L'opération Zéro Trou, initiée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula, a bel et bien démarré à Lubumbashi. Plusieurs équipes de l'Office des voiries et drainages sont simultanément déployées à travers la capitale du cuivre pour ce faire. Pour la seule journée de ce vendredi 16 janvier 2026, une équipe a opéré sur l'avenue Tchangalele, tronçon route Kassapa, boulevard Msiri. Tous les nids de poules identifiés ont été remplis de gravier avant le compactage. D'autres engins de l'Office de voirie et drainage sont opérationnels sur l'avenue du 30 juin au niveau de la salle Horizon. Une 3e brigade s'affaire à rendre praticable l'avenue Kabalo entre les avenues Kambove et Djamena. Après cette étape de compactage, des enrobés seront posés et ainsi toutes ces artères seront de nouveau carrossables. Et la liste d'avenues en vue est longue. Martin Kazembe-Choula a initié ces travaux de sauvegarde afin de maintenir la fluidité de la circulation dans la ville de Lubumbashi en cette période où la voirie est soumise à rude épreuve par des pluies qui tombent quasi quotidiennement sur la capitale du cuivre. Toujours d'aller au Katanga, à Likasi, les coupures intempestives d'électricité continuent de perturber le quotidien des habitants. En cause, le vol répété des câbles électriques, mais aussi un déficit d'énergie aggravé par une demande largement supérieure aux capacités de production.
une situation qui impacte ménages et activités économiques. Reportage. Les coupures intempestives et le délestage observé dans la fourniture d'énergie électrique chez les abonnés de la SNEL dans la ville de Likassi et les territoires de Kambové sont dus à plusieurs goulots d'étranglement. Sur le tableau dressé par le CEDELCA SNEL Likassi Delphin Kisimba au cours d'une interview exclusive accordée à la presse. Selon lui, 3 principaux facteurs sont à la base de cette situation, notamment les vols répétitifs des câbles électriques qui affectent gravement la stabilité du réseau. Oui, nous devons faire face à beaucoup de difficultés, notamment nous connaissons un déficit d'énergie parce que la demande est largement supérieure à la production. En dehors de ça, nous devons faire face à l'étiage. Ce qui fait que nous avons certaines machines qui sont disponibles, mais nous ne savons pas les mettre en service parce que nous n'avons pas suffisamment d'eau. À part ces problèmes d'étiage, nous avons le problème de sabotage, le problème lié au vol des câbles, au vol des conducteurs. Tout cela perturbe les réseaux. Cependant, les responsables de la SNEL, à tous les niveaux, ne restent pas les bras croisés, du directeur général Teddy Luamba au directeur régional sud Ralph Mbayumba. Des efforts sont consentis pour financer les travaux d'amélioration du réseau, notamment avec la construction et la mise en service progressive de la nouvelle ligne aérienne Likassi 3. Néanmoins, nous sommes en train de fournir les efforts avec l'appui de notre direction régionale sud et de la direction générale pour assainir les réseaux et mettre fin aux problèmes que nous avons avec les câbles souterrains. S'agissant des abonnés de la commune de Kikola et du quartier Mivuka, le CEDELCA a rassuré qu'une solution est en cours pour leur réalimentation prochaine. Dans une situation, il n'y a pas Kikola, il n'y a pas Likassi. Les situations, une situation générale, un grand katanga yote. Mais tout on a fait un gros pour que tout aménager le programme hier. Nous allons faire des efforts pour que tout touche le programme Guinée, tout communiquer là-dessus. Les Nidiou à Kikola. Dû à Mivuka, effectivement, il est transféré à un problème, un problème qui doit. Il y a fuite d'huile. Il y a Par ailleurs, Delphin Kisimba, le CEDELCA, a salué l'apport de certaines entités territoriales décentralisées et des d'autres qui mettent à la disposition de la SNEL des cabines équipées de transformateurs afin de renforcer la desserte en électricité. À l'ONU, la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan et au Soudan du Sud était au cœur des échanges. Réuni à 192e séance ce lundi 19 janvier 2026, le Conseil de sécurité a été interpellé par le groupe A composé du Libéria, Somalie et de la République démocratique du Congo. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des populations civiles. Une déclaration lue par l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies, Zenom Congo Gay. Suivez son intervention dans cet extrait. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des membres du groupe A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Le groupe A3 remercie la procureure adjointe Nazat Chamin Khan pour son exposé et prend note du 42e rapport de la Cour pénale internationale conformément à la résolution 1593. Nous saluons la participation du représentant permanent du Soudan à la réunion d'aujourd'hui. Monsieur le Président, le groupe A3 réaffirme l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Nous sommes convaincus que toute solution durable à la crise actuelle doit respecter l'indépendance politique du Soudan tout en répondant aux exigences légitimes des victimes en matière de justice,
et de responsabilité, en particulier au Darfour. La justice et la responsabilité restent essentielles à la promotion de la paix et de la stabilité au Soudan. Le groupe A3 souligne que la justice transitionnelle est vitale pour parvenir à la réconciliation nationale et doit être intégrée au processus plus large de stabilisation du pays. À cet égard, la redevabilité pour les crimes graves commis contre les civils est indispensable pour briser les cycles de violence et prévenir les futures atrocités. Dans ce contexte, le groupe A3 encourage le bureau du procureur à poursuivre ses discussions avec la mission d'établissement des faits de l'Union africaine sur le Soudan, après avoir pris note des activités menées dans le cadre de la mission conjointe d'établissement des faits de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, conformément au mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le groupe A3 prend note de l'appel constant du bureau du procureur à une coopération pleine et entière de tous les partenaires. Nous rappelons que la résolution 1593-2005 est une résolution contraignante prise sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et qu'elle est applicable à tous les États membres des Nations Unies. Dans ce contexte, nous encourageons la Cour à poursuivre ses enquêtes et ses procédures judiciaires dans le respect des garanties d'une procédure régulière et appelons tous les acteurs concernés à soutenir ces efforts conformément à leurs obligations en vertu du droit international. Le groupe A3 prend note de la condamnation de M. Ali Mohamed Ali Abdalram, également connu sous le nom d'Ali Koushaïb. Cette condamnation représente une étape historique pour la justice internationale concernant la situation au Darfour. Il s'agit de la première condamnation prononcée par la suite d'une saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité et de la première condamnation dans le contexte de la situation au Darfour, démontrant ainsi que la reddition de comptes pour les crimes commis au Darfour est possible. Tout en prenant note des progrès accomplis par la Cour et des défis auxquels elle continue de faire face, nous souhaitons souligner ces quelques points essentiels en gardant à l'esprit le principe de complémentarité tel qu'il est énoncé dans... C'est par cet élément du Soudan et Soudan du Sud que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de votre temps et confiance nous accorder. Les actualités, c'est chaque jour, sauf dimanche, à partir de 13h et 22h. N'oubliez pas de nous suivre, de liker, de commenter. Les actualités sur Web Info TV. C'est vous bien.